Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de vivre du coaching scolaire. Pourquoi 1% des personnes qui se lancent en coaching scolaire réussissent. Alors, je parle évidemment dans le terme de réussir, c'est réussir à vivre du coaching scolaire. Donc, tout ce que j'ai pu voir, vous savez, j'ai fait pas mal d'entretiens individuels de coachs scolaires qui se sont lancés et j'ai pu constater que, évidemment, peu ou très peu arrivent à vivre à 100% du coaching scolaire. Alors c'est vrai que s'ils m'appellent, s'ils me demandent à me contacter, c'est bien de savoir pourquoi. Cette vidéo s'adresse aussi aux enseignants ou aux formateurs qui en ont un peu marre de leur métier, qui voudraient quitter l'enseignement ou la formation pour se lancer dans l'activité du coaching scolaire. Alors, évidemment, cette vidéo n'a pas vocation à vous décourager. Quand vous voyez, seulement 1% des personnes arrivent à vivre du coaching scolaire, il y a une raison, évidemment, que je voudrais porter à votre connaissance via cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'effet Dunning-Kruger. Voilà, c'est comme ça comme on l'appelle. L'effet Dunning-Kruger partie 1, parce que cette vidéo va être c'est pas la vidéo, mais ce sujet va être assez long. Il y a plusieurs raisons, mais je voulais d'abord parler dans cette première partie de l'effet de Dunning-Kruger. Là aussi, cette vidéo n'a pas vocation à encourager les enseignants à quitter l'éducation nationale, bien entendu. Simplement, il y a des enseignants qui veulent arrêter l'enseignement parce que ça ne leur convient pas. Ils ont le droit et ça ne sert à rien de vouloir retenir des enseignants qui veulent partir. Par expérience, j'ai vu beaucoup d'enseignants qui voulaient quitter l'enseignement, qui se sont formés au coaching scolaire et qui finalement sont restés parce que à travers leur formation, ils ont aimé leur métier, ils ont redécouvert le métier d'enseignant. Voilà, donc je ferme la petite parenthèse pour éviter toute polémique. Donc avant de commencer, si vous me suivez, donc vous avez la formation gratuite, le lien est en description, sur justement comment développer son activité de coaching scolaire, même si vous n'avez pas ou peu d'expérience dans le domaine. Le lien en description. J'en dis pas plus, on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors, l'effet Dunning-Kruger. Alors, il y a une petite faute. Certains en Allemagne, on le met avec ce qu'on appelle un umlaut, là, ici. Mais il n'y a pas de... C'est Kruger sans U. C'est un U, normalement. En Allemagne, on met un W, un double... 2 points là. Donc, qu'est-ce que c'est l'effet Dunning-Kruger? C'est très simple. Donc, c'est une courbe. Alors, je vous rassure, je vais vous expliquer tout ça. Donc c'est un biais cognitif à la base, découvert par David Dunning et Justin Kruger en 1999, qui sont des psychologues du département de psychologie de la Cornell University, donc la prestigieuse université. Alors vous me direz, c'est quoi un biais cognitif? Donc je vous le rappelle, le biais cognitif ou un biais cognitif, je vais me déplacer, voilà, un biais cognitif, c'est une distorsion de la réalité faite par le cerveau. Alors pourquoi le cerveau procède à une distorsion de la réalité? Tout simplement, le cerveau emmagasine des millions d'informations à la seconde et il est obligé de faire un tri, de faire une sélection, justement pour pouvoir faire en sorte que ces informations soient exploitables. Le cerveau n'est pas là pour faire réussir nos projets, le cerveau est là pour nous maintenir en vie. Donc c'est un processus de survie tout simplement. Donc beaucoup d'informations. Le cerveau fait on va dire un condensé de jusqu'à 40 informations. Donc on passe de millions à 40. Et évidemment, cette information est distordue, qu'on va dire, et donc ça va altérer notre jugement. Un biais cognitif, je vais vous donner un exemple, par exemple le biais de négativité. Donc il a été montré que vous retenez beaucoup plus les choses négatives que positives. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau centre les choses sur la peur afin justement de vous maintenir en vie et de fuir quand il y a un danger. Mais sachez, ça c'est un biais cognitif.
en fait, peut-être que vous avez quelque chose de négatif, mais quelque chose de négatif ne doit pas nécessairement véhiculer la peur. Voilà. Et donc, Dunning-Kruger, donc l'effet Dunning-Kruger, hein, c'est vraiment ça. Alors je vous l'explique. Donc ça se synthétise par une courbe, mais pour faire simple, hein, c'est de dire que quand on débute un projet, eh bien tout est rose et violet, tout est bien, il y a une certaine naïveté, évidemment on ignore les obstacles et donc on a un sentiment de facilité. Je prends donc dans le coaching scolaire, ce qui se passe, eh bien, quand vous voulez lancer votre activité de coaching scolaire, vous êtes enseignant par exemple, c'est un exemple, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous former au coaching et puis vous dire, voilà, quand j'aurai mon diplôme de coaching, je vais me lancer dans le coaching scolaire, je vais faire des flyers, je vais faire une offre et tout marchera très bien. Eh bien, quand vous faites ça, vous allez carrément à l'échec. Mais ce raisonnement paraît simple et logique, sauf que il est faux. Pourquoi il est faux? Parce que justement, vous n'avez pas de, comment dirais-je, vous n'avez pas d'expérience. Hein. Donc ici, vous avez une connaissance théorique, une expérience faible, partielle, voire quasiment nulle. Donc vous avez toujours une sensation de supériorité, ce que dit Kruger et Dunning et Kruger. Il y a un sentiment de supériorité illusoire, tout simplement. Hein, donc vous êtes dans votre école de coaching, etc. Et puis je vais m'installer, je vais prendre un local, je vais recevoir les parents, etc., etc. Voilà. Sauf que, eh bien, ça se passe rarement comme cela. Pourquoi? Tout simplement, c'est que vous allez avoir de l'expérience, vous allez vivre les choses. Et là, d'ailleurs, la nécessité de vivre les choses, je vous renvoie à la vidéo sur le syndrome du Saint Thomas. Eh bien, ici, je pourrais vous dire, si vous êtes ici, attention, il y a des écueils, il y a des erreurs à ne pas faire, vous ne m'écouteriez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est intellectualisé, mais ce n'est pas vécu. Et quand on vous dit quelque chose ici, quand on peut vous signaler des obstacles, quand on peut vous signaler des erreurs à éviter, eh bien, tout prendra son sens ici, dans cette partie expérience, tout simplement. Alors, pourquoi justement donc ce qui va se passer très souvent, c'est que vous allez prendre un local, vous allez faire des affiches, vous allez faire et vous allez vous rendre compte que finalement vous vous faire connaître. Il faut parler aux parents, il faut communiquer avec les parents. Et comment on fait? Mais ça, on vous a pas appris à l'école de coaching. Et non, parce que l'école de coaching est là pour vous apprendre le coaching. Vous voyez, l'école de coaching n'est pas là pour vous apprendre à développer votre activité. Et donc, vous vous retrouvez dans une activité d'entrepreneuriat. Et donc, vous commencez à avoir de l'expérience. Vous voyez. Alors, le drame, je dirais le drame, enfin, ce n'est pas un drame, mais l'écueil, l'erreur la plus importante, c'est par exemple des enseignants, enfin un enseignant, je reprends toujours le même exemple, vous avez un enseignant qui quitte l'enseignement, qui se forme au coaching scolaire, et qui lance son activité. Vous voyez. Et là, donc, elle va ouvrir une officine, par exemple, voilà, pour recevoir les parents, un bureau, et puis il n'y a pas de clients. Ou pas assez, vous voyez. Donc là, ça c'est l'expérience, c'est la douche froide, mais c'est l'expérience. Ce qu'on appelle dans cette courbe-là, on passe toujours par la vallée de l'humilité. Et c'est là que l'on pose un certain nombre de questions, et c'est là que ensuite, eh bien, il faut acquérir le savoir, et vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une formation, vous avez besoin d'un savoir-faire pour pouvoir développer votre activité. Sauf que ce qui est là, ce qui est ce savoir-faire, eh bien, lorsqu'on vous propose d'acquérir un savoir-faire ici, eh bien, pour vous, comme tout paraît simple, c'est pas vraiment pertinent, vous voyez. Voilà. Alors ici, attention, le savoir-faire, hein, le savoir-faire sur acquérir des clients, démarcher les parents, et aussi savoir accompagner, parce qu'il y a une erreur régulièrement faite ici, et je la vois souvent, c'est de croire que le coaching scolaire, c'est pareil. C'est de croire que vous faites une école de coaching avec un petit peu de coaching scolaire et vous êtes compétent. Non. Le coaching et le coaching scolaire, c'est deux métiers complètement différents. Pourquoi?
Mais par exemple, vous avez le coaching, et bien le client que vous avez est motivé, donc c'est le client qui vous paye, et puis par une technique de questions, vous amenez le client à prendre conscience de ses problèmes, d'accord? Alors qu'en coaching scolaire, la personne qui paye, à savoir les parents, ce n'est pas la personne qui reçoit la prestation, à savoir l'enfant qui est rarement motivé. Enfin, un enfant n'est pas motivé, un enfant vient parce qu'il est sous l'autorité de ses parents que vous avez pris en coaching. Vous vous rendez compte ici, par l'expérience, quand vous allez recevoir vos premiers jeunes, par exemple, par expérience, ah bah zut, en fait, oui, du coup. Alors le coaching, c'est utile, mais vous vous rendez compte que finalement, les outils qu'on vous a appris en coaching ne s'appliquent pas au coaching scolaire, ou très peu. Vous voyez, ça, c'est l'expérience aussi. Et donc, vous allez vous réfléchir à dire, ah zut, il faudrait quand même que j'acquière la compétence. Alors peut-être que dans votre école de coaching, vous avez fait du coaching scolaire, mais peut-être que ça suffira pas, ça sera très insuffisant. Vous voyez, vous avez passé par exemple 90% du temps à apprendre le coaching et 10% du temps à faire du coaching scolaire, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie. Eh bien, justement, le coaching scolaire est considéré comme une sous-partie du coaching, ce qui est faux. C'est un peu comme si on vous disait, je veux faire pilote de Formule 1. Pour faire du pilote de Formule 1, il faut d'abord apprendre à faire la mécanique sur une Formule 1. Et puis, quand vous êtes ingénieur en mécanique, on vous fait 2-3 tours, et puis voilà, vous êtes prêt pour faire une course. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez besoin d'avoir le savoir pour acquérir cette expérience. Et ce qui se passe très souvent, que je constate, c'est que quand il y a cette supériorité illusoire, donc ce biais cognitif, où on croit que finalement, voilà, je fais mon école, je vais m'installer, et puis tout va bien se passer. Ok, oui, bon, il faudra que j'ai des clients, oui, mais ça va bien se passer. Alors, c'est un optimisme qui est bien, parce que cet optimisme permet de se lancer, mais quand vous faites, par exemple, l'erreur de quitter votre métier, et vous avez plus rien, vous avez plus de revenus. Alors, vous pouvez peut-être éventuellement avoir le chômage, mais bon, ça dure un certain temps. Et ce qui se passe ici, et c'est là que à ce niveau-là, donc quand la supériorité illusoire baisse et vous vous rendez compte de la réalité et que vous êtes dans la vallée de l'humilité et que vous acquérez, vous commencez à avoir de l'expérience, quand vous avez des expériences, je les mets au pluriel, à dessein, là que finalement vous avez votre état d'esprit, vous commencez à vous démotiver. Ah zut, je me suis trompé. Ah zut, c'est bien plus difficile que je le pensais. Ah zut, j'ai fait des erreurs. Et c'est là que il y a un certain abandon. Voilà. Et donc, vous êtes formé, et puis vous abandonnez, et puis vous revenez dans votre métier initial parce que ça fonctionne pas. Puis parce que vous pouvez pas rester 1 an, 2 ans sans revenus, vous voyez, ou avec des revenus très faibles. Alors, quand je parle toujours d'échec, c'est l'échec par rapport à vivre du coaching scolaire, bien entendu. Donc, faites très attention à cette supériorité illusoire quand vous commencez un projet. Ce qui est important, c'est de se rendre compte, d'interroger. Alors là aussi, quelle est la solution pour lutter contre ce biais cognitif, l'effet Dunning-Kruger avec cette courbe. Donc déjà, être conscient de ce biais cognitif et de poser des questions auprès de personnes qui ont l'expérience. Alors attention, quand vous posez aussi vos questions auprès de personnes qui ont de l'expérience, ce sont des personnes qui risquent de vous décourager. Donc faites attention ici. Donc plutôt interroger les personnes qui ont réussi à vivre ou qui réussissent à vivre du coaching scolaire et qui vont vous indiquer tous les écueils qu'il faut éviter, notamment cette forme de naïveté au début, cette légèreté. Alors c'est pas une naïveté, c'est une forme de légèreté, insouciance, qui est très utile parce que ça vous permet de vous lancer. Mais attention, parce que vous faites énormément d'erreurs, et c'est normal parce que vous les voyez pas. Et puis, quand vous êtes ici, vous vous rendez compte, oui, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un autre biais cognitif qui va se mettre en place. C'est ce qu'on appelle le biais de généralité, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas pour vous parce que vous êtes là, parce que vous avez fait des erreurs, parce que vous apprenez, et vous allez en déduire faussement que ça ne fonctionne que le coaching scolaire
on peut pas vivre du coaching scolaire, ce qui est absolument faux. Dans le collectif, par exemple, vous avez des personnes qui arrivent à faire 2000, 3000 euros de revenus par mois, par exemple, vous voyez. Donc, avec ça, on peut très bien vivre en auto-entreprise. Et évidemment, cette courbe de Dunning-Kruger est valable aussi pour tous les domaines. Hein. Quand vous lancez un projet, par exemple, c'est toujours une supériorité illusoire, une forme de « ah mais c'est facile », et puis quand vous le faites, « ah non, c'est moins facile que ça », et à un moment, eh bien, vous faites une, comment dirais-je, auto-évaluation, et vous prenez conscience que il faudrait peut-être que j'apprenne des trucs quand même, je n'ai pas toute la compétence. Et là, en coaching scolaire, c'est pareil. C'est-à-dire que pour sortir de cette vallée de l'humilité, eh bien, vous devez vous former, avoir les compétences, avoir le savoir-faire qu'il vous manque, tout simplement. Donc, acquérir le savoir-faire qu'il vous manque. Et c'est à partir de là que toutes les formations sont bénéfiques pour vous. Vous voyez, par exemple, les personnes qui rentrent dans le programme, d'accord, 80%, elles sont ici. C'est-à-dire qu'elles se sont lancées et elles ont bien vu que là, il y a un os, et donc elles ont besoin d'acquérir le savoir-faire, notamment savoir-faire du coaching de transformation. Donc là, j'en parlerai dans la deuxième partie, mais avoir ce savoir-faire du coaching de transformation pour pouvoir ensuite vivre du coaching scolaire. Vous voyez, voilà comment ça se fait. Et on a à peu près, pour la petite histoire, 20% des personnes qui rentrent dans le programme savent très bien que bon, voilà, oui, ça me paraît facile, mais je sais que j'ai des connaissances qui sont partielles, je n'ai pas forcément. Donc c'est des personnes qui ne sont pas victimes, qui ont su éviter l'effet de Dunning-Kruger, en tout cas ce biais cognitif-là. Voilà, donc conclusion pour vous, notamment quand vous êtes enseignant. Alors je parle surtout des enseignants, quand vous avez un statut par exemple de fonctionnaire, ou même de salarié quand vous êtes formateur, vous avez, il y a un état d'esprit, vous allez voir vos jeunes, vos élèves, etc. Le salaire tombe chaque mois. Mais quand vous faites du coaching scolaire, quand vous développez une activité par exemple, eh bien, vous êtes entrepreneur, que vous montiez une auto-entreprise ou que vous ayez 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous faites face exactement au même problème. C'est-à-dire que vous êtes entrepreneur. Donc, il faut aller chercher les clients, il faut rencontrer les clients, en tout cas des prospects, et pouvoir convertir, il faut vendre. Et tout ça, ça s'apprend. Surtout aussi en coaching scolaire, il y a une façon de s'adresser aux parents, il y a une façon de faire ses propositions, il y a une façon de faire son offre, et tout ça, eh bien ça s'apprend. Mais vous en prenez conscience quand vous êtes dans la vallée de l'humilité, ou après, quand vous sortez de la vallée de l'humilité. Mais tout ça, je le répète, tout ça c'est normal, et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de ce biais cognitif, et de ne pas vous lancer, comme je le vois, j'en vois beaucoup, de vous lancer comme ça avec une certaine naïveté, quand je dis attention, il y a un obstacle, non, mais ça c'est facile, il y a qu'à faire ceci, il y a qu'à faire cela, il y a qu'un faucon, vous voyez, il y a le cas faucon. Mais oui, mais avoir des parents, oui, mais moi je suis enseignant, les parents je les vois tous les jours, donc j'ai qu'à faire ma proposition. Non, vous voyez, par exemple, vous pouvez faire face à un problème de conflit d'intérêt, par exemple, quand vous êtes dans votre établissement, vous faites du coaching scolaire, faire votre pub dans l'établissement sur le coaching scolaire, ça risque de coincer, notamment avec votre directeur, votre proviseur, votre principal ou votre chef d'établissement. Vous voyez, il peut vous dire, non, attendez, vous êtes enseignante, mais vous n'avez pas à faire de la publicité pour votre activité. Déjà, tu voyez, c'est oui, je pensais que finalement je pouvais, je rencontrais des parents et je pouvais faire mes propositions d'offres. Non, oui, ça fonctionne pas. Donc pensez à tout ça. Alors évidemment, vous allez me dire, comment on fait concrètement, et là, ça sera l'objet, bien entendu, de la partie numéro 2, où on ira un peu plus en détail sur les erreurs à éviter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao!